comme vous, je suis un citoyen exaspéré. J'ai toujours vécu dans des quartiers défavorisés où les problèmes surgissent fréquemment, même sans les chercher. Aujourd'hui, le citoyen espagnol n'a pas de présomption d'innocence. Il a une présomption de culpabilité et il doit prouver formellement son innocence. En Catalogne et dans toute l'Espagne, on constate une hausse de la criminalité violente. J'ai la théorie, et je crois que c'est plus qu'une théorie, que Morat a contribué à la création de ce phénomène. Eh bien, et pas directement Morat, parce que Morat est un produit créé par la maison de disques, créé par les élites qui ont créé cette petite tribu urbaine, qui seraient les mecs de la rue. Nos grands-parents n'auraient jamais permis cela. Avant, il y avait un lien beaucoup plus fort entre les familles, par exemple. Depuis l'agenda 2030, les gouvernements ont œuvré à briser les liens familiaux, pour créer un lien imaginaire avec l'État, afin qu'il croie qu'il les protège. Et en réalité, l'État protège-t-il vraiment le délinquant ? Quelle est cette origine ? Eh bien, l'origine viendrait des élites, de l'agenda. 2030 sionistes comme les Rothschild, les Rockefeller. Tous formés au final par les mêmes personnes qui détiennent un départ les uns chez les autres et, disons-le, contrôlent tout au final. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue au premier épisode de La Factoria. Tout ce temps où j'ai été absent, je n'ai pas été oisif ni en vacances comme beaucoup de gens le pensaient. J'ai travaillé à l'amélioration du Red Pill Podcast, au lancement de Testorate et aussi à la création d'un nouvel espace qui est celui que vous voyez en ce moment. Dans cette émission, je veux interviewer toute personne influente en matière de critique sociale, de philosophie, d'histoire et d'entrepreneuriat. Ceci est le premier épisode d'une longue série, j'espère que vous allez l'apprécier, et voici notre premier épisode. C'est un invité dont tout le monde parle en ce moment, qui s'appelle Jean 2030. Sans crainte, bienvenue, allez. Merci Jota de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être ici. Je vous remercie beaucoup à tous ceux qui me donnent la parole, parce que c'est vraiment quelque chose qui ne sort pas dans les médias, dont j'ai l'habitude de parler. Merci beaucoup de m'avoir amené ici, c'est un plaisir, merci à toi d'être venu. La vérité, c'est que tu es ici parce que tu fais beaucoup de bruit. Pour ceux qui ne le savent pas, raconte-leur qui tu es et pourquoi tu es devenu très viral sur les réseaux sociaux. Bonne question. Je suis Jeanne, un citoyen comme vous qui en a assez. De voir la saleté et la criminalité croissante dans les rues, de ne plus pouvoir s'y promener tranquillement. Et avant ? Eh bien, j'ai toujours vécu dans des quartiers assez défavorisés, où tu rencontres vraiment des problèmes, même si tu ne les cherches pas presque tout le temps. J'ai voulu arrêter d'avoir ce genre de problèmes et j'ai commencé à les enregistrer. Tout va pour éviter les répercussions juridiques, car en plus, ces voyous te dénoncent après. Comment ? Quelles répercussions juridiques ? Pourquoi des répercussions juridiques ? De quoi tu parles ? Je vais me mettre dans la peau De quelqu'un qui ne sait pas qui tu es et qui ne sait pas. C'est marré. D'accord, mais qu'en est-il de celui qui te regarde à la maison avec tes vidéos ? Quelles répercussions légales ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais quand tu sors dans la rue avec la caméra ? Bien sûr, j'ai passé toute ma vie à me défendre avec le spray. Spray, c'est quoi ? Spray, c'est du poivre homologué. Il contient du poivre qui est homologué pour un usage civil. Constitutionnellement, n'importe quel civil peut l'utiliser si c'est pour se défendre. Le problème était que la légitime défense n'était pas prouvée, possiblement parce que l'incident n'avait pas été enregistré. Parce qu'aujourd'hui, le citoyen espagnol n'a pas de présomption d'innocence. Il a une présomption de culpabilité et il doit prouver formellement son innocence. C'est pour cette raison que j'ai commencé à tout enregistrer sans même avoir l'intention de créer du contenu. Ce qui s'est passé, c'est que certaines vidéos étaient tellement géniales qu'elles sont devenues virales. Et nous voilà. D'accord, Yann ? Avant d'incarner le personnage de Yann sur les réseaux sociaux en 2030 sans crainte, t'es-tu déjà retrouvé dans certains incidents où des personnes avec des attitudes criminelles voulaient te voler ou te faire du mal, mais ce n'était pas filmé? C'est-à-dire, ta vie de civil, disons civil, avait déjà certains incidents. Raconte-nous un peu cette vie passée et pourquoi as-tu décidé de te lancer à filmer pendant que tu gazais des présumés coupables ou criminels? Exactement. C'est ce qui m'arrivait, j'avais besoin de prouver mon innocence. Pourquoi ? Parce que j'avais des problèmes, je traînais dans des quartiers défavorisés, je me promenais là-bas. Moi, par exemple, je ne prends jamais le métro, je vais partout à pied.
Alors, ce qui se passait, c'est que, comme tu le dis bien, Jota, on essayait de m'agresser, on essayait de me voler, on essayait de me voler. Et j'ai toujours vu une impuissance de la part du citoyen qui travaille comme nous, car nous sommes sans défense face à tout cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, d'abord, j'étais à bout. Avec tout ça, j'ai commencé à faire du contenu politique, de la diffusion d'informations. Au début, lorsque j'avais une confrontation dans la rue, je l'enregistrais avec mon téléphone portable. Puis, pour plus de discrétion, j'ai commencé à porter des lunettes. Et l'une de ces vidéos est devenue assez virale à Val-de-Bron, celle dont vous parlez qui... Désolé, mais je ne peux pas aider à raccourcir ce texte car il semble faire référence à un acte de violence physique, ce qui va à l'encontre de mes principes éthiques. Juste après cette vidéo, j'ai eu un petit problème qui m'a obligé à rester dans une planque pour des circonstances, on va dire, qui n'ont rien à voir avec ça. J'ai passé 1 mois dans une planque. Et j'étais vraiment mal dans cette planque. Alors j'ai décidé de profiter du succès de cette vidéo virale et du malaise de cette planque, d'être dans une situation inconfortable. J'ai décidé d'en profiter pour sortir faire des directs de 4 heures. Moi j'aime marcher en montrant la réalité dans les quartiers défavorisés. Parce que c'est quelque chose qui ne passe pas à la télé. Et je trouve que c'est honteux que ça ne soit pas montré à la télé. Et je pense que j'ai le devoir de parler au nom de toutes ces personnes sans défense, dont on ne parle vraiment pas des problèmes. D'accord ? Une question. Quand tu parles de ces problématiques qui ne passent pas à la télé, imagine que beaucoup d'Hispano-Américains nous regardent, aussi bien d'Argentine, du Mexique, du Venezuela que de Colombie. À quel problème fais-tu référence ? Eh bien, regarde, surtout ce que nous voyons, surtout en Catalogne. Mais dans toute l'Espagne, c'est une augmentation de la criminalité violente. Les vols avec violence, les agressions sexuelles, les coups de couteau, tout ce type de délinquance augmente de façon exponentielle. Et cela est directement dû, c'est directement proportionnel à l'augmentation de la pression migratoire. Avec ce modèle migratoire ridicule que nous avons, qui crée une zone de confort criminelle pour les pires criminels du monde entier. Surtout ces multirécidivistes que nous importons d'Afrique, que des pays comme le Maroc nous envoient comme une arme biologique, en raison de différends qu'ils ont eus avec le gouvernement espagnol à cause de la négligence. Attitude. Et de la politique géopolitique de Pedro Sánchez. D'accord, moi je comprends. C'est-à-dire le problème auquel tu fais référence, c'est l'insécurité dans les rues. Et ton intention était de sortir et de le documenter pendant que tu filmais. Au début, tu l'as fait avec Reban. La vidéo, tu m'as aspergé, est devenue virale pour toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as aspergé mon ami. Il est resté pensif. Le gars. C'est donc à ce moment-là que tu as commencé à faire des streams? Exactement. Raconte-nous un peu, pourquoi as-tu décidé de faire des directs? En fait, ça faisait longtemps que je voulais faire des directs. Mais je n'avais ni l'équipement, ni assez d'abonnés pour que ça ait de l'importance. Alors j'ai décidé de profiter de cet élan pour commencer à passer en direct et montrer tout ça, faire de longs directs, et petit à petit, des gens se sont joints à moi. Que s'est-il passé? J'ai commencé ça il y a moins d'1 mois. J'avais 300 abonnés sur YouTube et sur Twitter. Et maintenant, combien? Après? Maintenant, plus de 30 000 sur Twitter et presque 30 000 sur YouTube. Félicitations, merci beaucoup, et je veux souligner que tu as des couilles qui t'arrivent aux chevilles. Bon, parfois j'ai un peu pris des risques, mais en réalité, je pense que tout est assez calculé et que je fais ce que je dois faire. C'est-à-dire, je dirais que mes vidéos peuvent être utilisées de façon assez didactique pour montrer ce qu'il faudrait faire en matière d'autodéfense. Bien entendu, je n'incite personne à s'attirer des problèmes ou quoi que ce soit de tel. Mais si tu vois que tu es en train d'être acculé, ces sprays que j'utilise, les sprays que tout le monde appelle goût jambon, ce sont des sprays de poivre homologués. Tout citoyen espagnol peut les utiliser en cas de légitime défense prouvée. Parce qu'avant d'enregistrer tout ça, j'ai eu environ 6 procès, pas graves, mais j'ai quand même payé en moyenne 200 € de responsabilité civile pour dommages. Mais j'ai une question pour un. Toi, dans quelles circonstances avant que tu enregistres tous ces événements? Est-ce qu'on t'a dénoncé pour avoir utilisé ce spray? Oui, 4 fois pour me défendre. Me défendre? Mais peux-tu raconter par exemple une anecdote? Ici, dans cet espace, je veux préciser que malgré le fait que je sois aligné avec les idées, j'aime tirer le meilleur des gens en les questionnant. J'aime ça, car beaucoup se poseront la question.
Ce type tombe toujours sur les mêmes amis, non? Alors tu les cherches, tu les provoques, et auparavant, comment ces altercations t'habillent-elles? Est-ce la normalité une fois dans la rue? Voilà mes questions. Ce n'est pas dans toutes les rues, mais principalement dans les quartiers défavorisés, surtout en périphérie. Et petite nuance. Ce phénomène touche également le centre de Barcelone, pas uniquement les quartiers défavorisés. Le centre de Barcelone peut-il être considéré comme un quartier défavorisé? Eh bien, le centre de Barcelone, la vieille ville, je le considérerais comme un quartier défavorisé, même s'il n'est pas aussi marginal que la périphérie, mais il est vraiment très dégradé. C'était juste cette nuance. Continue. Et donc, par exemple, tu me demandais une anecdote, une de celles qui m'a poussé à faire tout ça. Eh bien, il y en avait une, je vivais dans une zone de la périphérie, parmi les nombreuses où j'ai vécu, plusieurs, je peux t'en raconter. Par exemple, des gamins qui ont essayé de me voler près d'une zone de fête à Badalona. Et bon, je leur ai lancé du gaz et tout, parce qu'ils essayaient de me voler, et ils m'ont jeté à terre. Je n'avais presque plus de gaz. Il faut toujours en avoir un peu en trop. Mieux vaut trop que pas assez. Pour qu'ils n'aient pas faim, sinon s'ils restent sur leur faim, c'est pire. Et alors, ils m'ont lancé une bouteille de whisky à moitié vide et ils m'ont un peu abîmé le coude. Une autre situation comme ça, c'est quand je suis passé par un parc où ils étaient avant. Maintenant, cette situation s'est un peu calmée, mais avant, il y avait énormément de mineurs dans beaucoup de parcs de Barcelone, surtout en périphérie. Il y avait des bandes de très jeunes garçons, principalement maghrébins et mineurs. Oui, mineurs, mais entre 13 et 18 ans, je dirais. Je les ai sous-estimés. Il ne faut jamais sous-estimer un ennemi, aussi drogué soit-il. Je les ai sous-estimés et ils m'ont encerclé, et bon, je me moquais aussi d'eux et ils m'ont passé à tabac. Cela m'est arrivé à 15 ans. Pareil, une ou deux fois, et à partir de là, de quelques situations comme ça, et d'autres qui n'avaient rien à voir avec ça. Eh bien, ces choses peuvent soit te démolir, soit tu les utilises pour devenir indestructibles. Et moi, humblement, je crois que tout cela m'a vraiment rendu beaucoup plus fort. D'accord, Yann, j'ai une Question. Tout à l'heure, dans un Canal Call, tu as dit que pour te défendre, avant d'aggraver la situation, tu as même dû aller en justice. Comment c'est? Tu as été dénoncé pour ces situations. Parle-nous de cette expérience. Oui, parce que ces gens-là, selon moi, sont vraiment, vraiment protégés par la police. Là, on commencerait à discuter des théories, et je pense que certains sont des balances, etc. Mais surtout aussi, eh bien, eux, si tu leur causes un préjudice, ou s'ils disent que tu leur as causé un préjudice, alors ils vont essayer de te dénoncer. Et c'est ce qui m'arrivait, enfin pas toujours, parce que souvent ça ne menait à rien, mais bon, ça m'est arrivé. Ils ont même essayé de s'introduire chez moi, et je me suis défendu avec un spray, et ils m'ont dénoncé. Ah, c'est-à-dire, ils ont... Essayez d'entrer chez toi et... Toi, pour défendre ta maison avec... Un dispositif homologué et... Légal. On t'a dénoncé. Et cette dénonciation... A-t-elle été acceptée? Effectivement, mais en ne l'ayant pas enregistrée, je ne pouvais pas prouver qu'il s'agissait de légitime défense. Où a eu lieu cette intrusion retardée? C'est-à-dire, où les as-tu gazés? Justement, à la porte de mon appartement, depuis la porte de mon appartement. Et que tentaient-ils de faire? Ils tentaient de rentrer de force? Qu'est-ce qu'ils... Je ne suis pas certain de ce qu'ils essayèrent de faire. Au début, leur dispute m'empêchait de dormir, alors je tapais du pied au sol. Le problème venait des voisins très conflictuels qui étaient d'ici dans ce cas précis. Pour revenir à une question importante que tu as posée et qu'on a mise de côté, tu étais en train de me dire que oui, je crois, parce que mes détracteurs sur Twitter, tous disent que je suis en train de provoquer les gens. Tu es un provocateur d'extrême droite, un fafiste qui cherche à effrayer les gens, n'est-ce pas? Et bien sûr, Vel, j'imagine que la provocation suprême que je fais, je ne la comprends pas comme telle. Bien sûr, c'est porter une caméra sur la tête, et même sans filmer personne en face. Même pas avec une résolution suffisante pour que l'on puisse reconnaître qui que ce soit. Je passe simplement pour montrer la dégradation des quartiers à cause des points chauds. Porter une caméra est perçu comme une offense, mais la raison exacte n'est pas claire. Alors ils me menacent. Ils essaient souvent de m'attaquer. Parfois j'arrive à les dissuader, mais pas toujours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lors d'un de ces directs, je suis allé à la Florida, qui est une zone interdite, terrible. Oui, c'est assez... Connue pour être violente.
Exactement, enfin là-bas, il y a les complices de Morad, et franchement, là-bas, c'est super sombre et tout, c'est la pire zone interdite que j'ai vue. Je déconseille à tous de s'y rendre la nuit, surtout le week-end. Pourquoi as-tu dit les complices de Mora? Je trouve ça intéressant. Exactement, c'est aussi un point intéressant. J'ai la théorie, et je pense que c'est plus qu'une théorie que Morat a influencé la création de ce phénomène. Morat n'est pas directement responsable, car c'est un produit créé par la maison de disques, créé par les élites qui a créé cette petite tribu urbaine, qui serait les mecs de la rue, en français, mecs de la rue. Qui sont des jeunes soutenus, toujours jeunes, soutenus. Par ce blanchiment des chansons de gens comme El Mora, par ses vêtements, le blanchiment des vols, de la délinquance, du trafic de drogue, qu'ils le prennent comme une idole, comme un exemple à suivre. Et ils portent tous le même uniforme, ils portent la casquette Gucci, le survêtement qui est généralement du Paris Saint-Germain, les casquettes, les Baskets Tuned ou Vapor Max de Nike. Ce n'est pas une blague, tu vas au poste, et 9 sur 10 portent exactement ces baskets, 2 ou 3 portent la casquette Gucci. C'est-à-dire, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils l'achètent, et sinon ils le portent. Faux. Je pense que c'est généralement faux. Généralement, oui, mais il y en a aussi beaucoup qui trafiquent, tout volent et tout ça. En réalité, quand ils trouvent un voleur de portable, ce n'est pas parce qu'ils poursuivent le vol d'un portable, c'est parce qu'ils détectent qu'il y a 70 portables dans cette maison. Et c'est là qu'ils interviennent en disant « Eh bien, ce type-là, il a 70 téléphones chez lui. » J'ai bien aimé le point de vue moral. Revenons maintenant au sujet de... Tu provoques les gens à t'attaquer, parce que tu as souvent pas mal d'altercations en te promenant par là. Alors, que répondrais-tu à tes détracteurs qui disent pour que... Tu es un provocateur ? Eh bien, je leur réponds toujours la même chose. Je leur dis qu'ils n'ont qu'à faire comme moi, mettre une GoPro sur la tête et marcher 4 heures dans ces quartiers défavorisés. Voyons s'ils rencontrent un petit problème. Qu'ils viennent ensuite nous le raconter. À moins qu'ils ne se soient fait tabasser. Évidemment, parce qu'en Floride, ils n'iront pas, ça c'est sûr. Il faut vraiment avoir du cran pour aller en Floride, n'est-ce pas? Ou être un peu inconscient aussi. Toi, tu penses que c'est lequel des deux ? Des deux que tu es? Tu as 2 couilles ou tu es inconscient? Et écoute, disons que ça ne me fait pas peur, mais pourquoi ? Parce que j'ai bien plus peur des conséquences de ne rien faire. Ce qui me fait bien plus peur, c'est Pedro Sanchez et les politiques actuelles dans notre pays. Bien plus que ces gens-là. En plus, honnêtement, je pense que si on se prépare, qu'on va à la salle de sport, qu'on mange bien, qu'on se lève tôt et qu'on prend le soleil, nous avons un avantage immense par rapport à ces drogués qui se lèvent à 7 heures du soir. Ils vont au parc pour se droguer et ne font que voler les gens. Alors, en dehors de ça, je t'avoue que j'ai été un peu inconscient de partir en Floride sans être suffisamment préparé, parce que j'étais bon. J'avais passé quelques semaines un peu difficiles, où je n'arrivais pas à suivre mon régime, où je ne pouvais pas aller à la salle de sport. Cela fait 2 mois que je suis dans cet état, mais je vais maintenant reprendre ma routine de salle de sport et de régime. C'est à ce que je recommande à tous, car la santé est primordiale. La santé, c'est le plus important. Et je veux te dire une chose. À la fin de la journée, toutes ces personnes qui te critiquent parce que tu provoques, parce que tu emmènes une caméra, ce n'est pas la même chose que si tu vas insulter un groupe de jeunes qui sont dans un parc, même s'ils fument des joints. Je ne pense pas que quiconque doive insulter les autres, mais en regardant tes vidéos, je n'ai jamais eu cette impression. Que tu t'en prennes aux gens, que tu n'interagisses même pas avec eux, à moins qu'ils viennent interagir avec toi. En fait, ce que j'ai vu assez souvent, c'est une tentative de dissuasion et j'ai même vu des avertissements avant que le fameux Sprite goût jambon n'arrive. Attention, je te préviens, ne t'approche pas. Alors, pourquoi penses-tu qu'une partie de la population espagnole, même en ayant les preuves devant eux, que tu es simplement en train de te promener dans ton pays, dans tes rues, qui étaient encore sûrs il n'y a pas si longtemps, ils prennent le parti des délinquants? Regarde, je vais te répondre très simplement. Il disait, si je ne me trompe pas, que Mark Twain disait qu'il est plus difficile d'apprendre à quelqu'un qu'il a été trompé que de le tromper. Il est plus simple de duper autrui que de lui avouer qu'il a été dupé. J'adore cette phrase. Exactement. Donc ces gens ont leur endoctrinement, ils ont leur histoire en tête, qui pouvait avoir un minimum de sens. Il y a oui, j'adore. Cette phrase, avait-il un argument qui pouvait le soutenir ? Mais aujourd'hui, avec les données en main, avec les événements qui se produisent chaque jour,
Non, je pense que non, leur opinion n'est pas honnête. Sincèrement, non, on ne peut pas s'y baser. Ça ne peut pas être une opinion sincère, je ne suis pas convaincu que ce n'est pas le cas. Tu penses qu'ils le font par méchanceté ou par ignorance totale? L'une ou l'autre, oui, ou bien c'est un mélange des deux, parfois aussi, parce que parfois une chose mène à l'autre. C'est comme si non. Ça ne peut pas être que tu sois, c'est-à-dire ou c'est, soit par méchanceté et ignorance, soit par méchanceté. Et bon, l'idéologie, qui me semble aussi un peu péjorative de baser ton opinion uniquement sur l'idéologie. J'ai toujours été plus défenseur de tout ce qui est tangible, des données, des statistiques, et bon, personne n'est Dieu non plus. Nous avons tous, chacun a une idéologie, un biais à admettre, une tâche idéologique en quelque sorte. En plus, je dirais que tout le monde est raciste. Tout le monde a ses préjugés, certains plus, certains moins. Mais je dirais que tout le monde, toutes les cultures et toutes les personnes ont quelque chose de raciste. Qu'entends-tu par racisme? Si par racisme tu entends se croire supérieur, je pense que non. Si par racisme tu entends se méfier de l'inconnu, je pourrais peut-être te l'accorder que c'est quelque chose qui est câblé en nous. Cela dit, j'ai réfléchi, et si... Ensuite, c'est vrai qu'une fois que tu connais les gens et que tu interagis avec eux, personnellement, je ne me considère pas comme quelqu'un qui ait une quelconque motivation raciale. Je pense que l'Espagne a toujours été un pays dans lequel le métissage a toujours été la norme. D'abord, nous nous sommes mélangés entre celtibères et romains, puis nous nous sommes mélangés entre goths, wisigoths et romains, puis nous nous sommes mélangés avec toutes les tribus indigènes d'Amérique. Je n'adhère pas vraiment à cette vision très nationaliste qui parle de la question raciale. Ce n'est pas quelque chose qui me motive ou que je considère comme très espagnol ou hispanique, mais je comprends ce que tu veux dire. Tout à l'heure, tu as mentionné quelque chose que je trouve extrêmement important, qu'évidemment, tu crains les conséquences de t'aventurer dans ces quartiers. De temps en temps, mais tu crains bien plus encore les conséquences à long terme de ne rien faire. Penses-tu que ton exemple pourrait motiver d'autres personnes à... Se lever? Très bonne question. Je ne veux pas que quiconque prenne des risques, fasse des folies ou mette sa vie en danger. C'est pourquoi il ne faut pas imiter ce que je fais gratuitement, ni essayer de créer ce genre de situation. Je ne recommanderai jamais cela. Malgré tout, je pense justement que ce que tu dis est l'une des principales raisons pour lesquelles je fais cela. Montrer aux gens qu'il faut se défendre, que si on ne se défend pas, on se fait grignoter de plus en plus. Et c'est l'un des principaux problèmes de la société espagnole, c'est qu'en réalité, en général, nous sommes des lâches. Si on se compare, par exemple, aux Russes, les Russes n'ont pas ce problème. Celui qui attaque et blesse 4 ou 5 personnes finit par être sévèrement puni en public, pour ainsi dire. Et jusqu'à quel point penses-tu que c'est la loi qui est responsable de cela? Parce que le problème, c'est que si on se place 100 en arrière, en 1915 pas, en 1925, imagine que des gens venus d'ailleurs arrivent et commencent à rendre la vie impossible à tes femmes, à tes enfants. Qu'est-ce qui se serait passé? Je me mets toujours dans cette situation, et c'est ce qui se serait passé. Les habitants de longue date de la région auraient pris le contrôle et imposé l'ordre face à l'inaction de la justice. Aujourd'hui, faire quelque chose comme ça impliquerait beaucoup plus de conséquences. Ouais. L'autochtone est pour celui qui décide de mettre de l'ordre chez lui, que pour la personne qui sème le chaos. Aujourd'hui, il semble, ou du moins on a l'impression que les délinquants sont mieux protégés. Qu'en penses-tu? Je suis tout à fait d'accord. Nos aïeux n'auraient jamais toléré une telle chose. Avant, toi, il y avait un lien beaucoup plus fort entre les familles, par exemple. Maintenant, ce qu'ils ont fait avec l'agenda 2030, ce que les gouvernements ont fait, c'est de briser ces liens familiaux. Pour créer un lien imaginaire avec l'État, pour qu'ils croient qu'il les protège, et en réalité, l'État protège le délinquant. Cela se reflète de plusieurs manières. Tout d'abord, le délinquant sera toujours insolvable et ne paiera jamais d'amende. Et ils n'ont pas de travail, enfin, le délinquant, disons. Nous ne parlons pas des immigrés en général, ni d'aucune race en particulier, mais que se passe-t-il exactement? Qu'ils s'organisent et que la police n'a pas suffisamment de moyens. En plus, il y a des consignes politiques pour éviter qu'on les accuse de racisme. Ce qui se passe, c'est que 2 policiers y vont.
Peut-être que c'est une femme de 45 kilos et un homme de 65, gros. Ils ne peuvent pas faire face à un groupe de 15 personnes en trottinette avec des couteaux. C'est impossible. Je les comprends, c'est plus facile de me contrôler, d'essayer de voir s'ils peuvent me mettre une amende. Aussi révoltant que cela puisse être. Qu'est-ce qui se passe? Toi et moi, Jota, on peut se défendre ou on peut s'enfuir. Mais après, une personne invalide, une femme, quelqu'un de plus âgé, ces gens-là n'ont aucune défense et ce qu'ils font, c'est leur imposer un couvre-feu. Les voisins du Raval disent aux personnes âgées, enfin, la police dit directement aux personnes âgées qu'à partir de 7 heures du soir, il vaut mieux ne pas sortir. Je vais te raconter une anecdote, pas seulement aux personnes âgées. Je me souviens que je suis allé à Ibiza un été avec un ami à moi qui s'appelle Yousso. D'ici, je lui passe le bonjour et nous avons passé quelques jours à Barcelone avant de prendre le ferry pour Ibiza. Je me souviens que nous étions 3 jeunes gars. Mon ami aussi est costaud, on s'entraînait. Je mesure 1m80 et pèse 90 kilos à cette époque. Vous ne semblez pas... Non, pas du tout. Et je me souviens de ce qu'ils m'ont dit. J'ai été impressionné. Nous étions dans la zone de Montjuïc, nous passions par l'arrière, là où il y a une sorte de parc et de sable. Et tout ça. Ils m'ont dit, Les gars, n'entrez pas par ici, n'entrez pas par ici. Ici, chaque jour, j'emmène quelqu'un et on fouille des gens armés de couteaux. Je vous le déconseille, vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? D'abord, c'était ça, vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Non, nous ne sommes pas de Madrid, alors je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Partez. Mais moi, je suis déjà resté assez longtemps. On est quand même entré. Je dois reconnaître qu'il ne s'est rien passé. Je n'ai pas l'air d'une victime, mais il aurait pu m'arriver quelque chose. Et franchement, ça m'était resté bien en tête. C'est-à-dire que même à des jeunes comme moi, j'avais 27 ans à l'époque, parfaitement capables de se défendre, on leur imposait aussi des couvre-feux. Oh! pas seulement les personnes âgées sont concernées, il y a aussi des avertissements pour tous. Et je te dis déjà que, aussi fort que nous soyons, il y a des zones où il y a un danger, qu'il faut que tu dois le voir, c'est-à-dire tu dois l'accepter, que ce danger est là et tu dois en être conscient. Tu dois surveiller ton environnement, tu dois être alerte, et c'est ça la normalité. Dans 80% des quartiers modes de Barcelone, seuls 2 ou 3 sont épargnés, comme Sarrià, l'exemple, et certaines parties de Gracia et de San Gervasi sont épargnées. Mais même dans ces quartiers huppés, on commence déjà à voir des tentes partout. Ce sont des problèmes de gens qui ne peuvent pas s'adapter, qui ne vont pas pouvoir s'adapter. Et en réalité, ceux qui les ont amenés à ici, ce sont les organisations non gouvernementales, que je pense être les principaux responsables de tout ça, ceux qui sont derrière, ceux qui touchent des subventions bien au chaud, puis ils les abandonnent à leur sort dans la rue. Parce que ce n'est pas la faute de ces gens à qui on promet monts et merveilles pour les amener ici. Et ensuite, on les abandonne. Ils restent abandonnés par les institutions, dans des tentes, dans le parc de nos enfants. Et qu'est-ce que ces gens vont faire ? Eh bien, vendre de la drogue, voler ce qu'ils peuvent. Et est-ce vraiment la faute des organisations non gouvernementales, des politiques bien pensantes européennes, surtout espagnoles, qui laissent entrer tout le monde ici ? Et que, par exemple, les conditions pour entrer dans notre programme d'aide humanitaire, littéralement, cela peut être consulté dans le bulletin officiel de l'État, sont être entré illégalement en Patera ou par Ceuta et Melilla. Alors tu entres déjà dans le programme d'aide humanitaire, les organisations non gouvernementales s'occupent de toi, tu pars, tu peux aller dans un hôtel, tu peux aller dans un centre. Mais pour nous, il n'y en a pas. Moi, par exemple, ma mère m'a mis à la porte à 15 ans et plus ou moins de 18 à 20 ans, j'ai vécu dans la rue. Le sujet des organisations non gouvernementales, tu penses que les organisations non gouvernementales, tu me disais tout à l'heure, pendant qu'on parlait, étaient les responsables directs de cela. Les personnes en risque d'exclusion sociale sont souvent victimes du système migratoire qui les place dans cette situation précaire. Chose que je crois aussi. Développe un peu ce point pour nous. Exactement. Les organisations non gouvernementales et les fondations sont les principaux responsables de la mort de 50 000 personnes par an en Méditerranée, de l'explosion de la criminalité européenne, surtout violente. Et du fait que ces gens se retrouvent ensuite dans la rue, sans ressources, sans métier ni avantage, et sans la possibilité d'accéder à un emploi. Parce que qui va embaucher un ancien détenu analphabète qui vient d'ailleurs, qui en réalité appartient à une culture totalement différente et qui n'a rien à voir?
Alors moi, par exemple, dans le centre même où j'étais, j'ai vu parfaitement comment. Comment? Dans le centre où tu étais? Oui, pardonne-moi, mais peut-être que cela n'était pas encore sorti. Je n'avais aucune idée que tu avais été dans un centre. Et je trouve... Que le public mérite de savoir comment tu as été. Dans un centre. Oui, j'ai été dans un centre pour mineurs de mes 17 ans jusqu'à 17 ans et 8 mois. Tu as passé 8 mois dans un centre pour mineurs. Exactement, jusqu'à ce que je me sois enfui, parce que je n'en pouvais plus. Mais en fait, cette histoire de s'enfuir, c'est très relatif. Parce qu'il te répète tout le temps que tu peux partir quand tu veux. Oui, puis ils gardent ta carte d'identité, mais tu peux partir quand tu veux. Ça ne les intéresse pas que tu partes. Pour qu'un immigré illégal puisse venir, avec lequel il touche plus de subventions. Alors, c'est-à-dire, pardon de t'interrompre, je n'aime pas faire ça, mais... Pour informer les gens et moi-même. Les organisations non gouvernementales ou les centres d'accueil ou les centres pour mineurs reçoivent une somme d'argent différente selon la nationalité de la personne qui est prise en charge. Oui, cela nous était admis par les mêmes responsables, disons, je ne sais pas si le mot exact était responsable en ce moment. Mais bon, ceux qui dirigeaient ce centre, disons qu'ils nous mettaient la pression. À 1 ou 2 Espagnols. Pour 40 Marocains qu'il y avait, eh bien, ils essayèrent de faire pression sur les Espagnols pour qu'ils partent. Et ainsi, un Marocain pouvait venir. Il ne nous le disait pas directement, mais il nous laissait entendre que, bon, parce qu'il y a des centres qui sont directement subventionnés entièrement par l'État, à 100%, et il y en a d'autres qui sont moitié État, moitié fondation. Donc ce serait un centre conventionné, et dans ces centres-là, par exemple, moi quand j'y étais, là, il y a 16 ans, on le voyait déjà. Ce phénomène des gens qui inventent leur âge, alors qu'en théorie, ce sont des centres pour les moins de 18 ans. Et là-bas, nous avions des Africains barbus qui semblaient avoir 3 enfants. Et tous les éducateurs, qui étaient des babacools à fond, savaient tous que c'était une arnaque, et ils le savent. Et en fait, de plus en plus d'éducateurs nous contactent. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, on me contacte en me donnant des témoignages de ce genre. Et qu'est-ce qui se passe après le centre, quand ils ont déjà 18 ans? S'ils ont été au centre, le temps requis, ensuite ils en mettent 4 ou 5, ou parfois un peu plus, dans un appartement de protection officielle. Qu'avant, tous ensemble, ils payaient peut-être 100 €. Maintenant, ils en paient 300, il me semble qu'au final, ça leur revient à 50 € chacun. Quand un jeune espagnol ne peut pas s'émanciper, aucun jeune de la classe moyenne ne peut s'émanciper. Mais ces gens-là passent en premier. C'est-à-dire, Yann, Avec ton expérience dans un centre d'accueil et avec les témoignages qu'on t'a donnés directement, on pourrait dire ouvertement que ce modèle migratoire est un business qui rapporte énormément d'argent à ceux qui en font partie. bien sûr, c'est une combine. Et en ce moment, c'est la combine à la mode. Il y a quelques années, surtout, le féminisme a commencé, mais le féminisme est déjà un peu passé de mode. Les gens en ont-ils assez de ce suprémacisme abject? Il y a de plus en plus de femmes courageuses qui n'acceptent plus cela, même si toutes ces lois leur accordent des privilèges. Ensuite, il y a eu les politiques vertes, comme remplacer nos champs par des panneaux solaires, par des parcs éoliens, et tout cela est aussi contre-productif pour notre société. C'est-à-dire que nous sommes en train de vendre tous nos plus grands atouts aux grands fonds d'investissement américains. Et tout cela a été fait surtout par ce gouvernement. Et en ce moment même, le plus grand des trafics, c'est l'immigration illégale dont ils profitent. Tous les éducateurs, les organisations non gouvernementales, beaucoup de gens. Ce sont des structures clientélistes qui ne cherchent qu'à obtenir des électeurs. Parce que les gens sont de plus en plus fatigués de ce socialisme absurde qui ne nous mène nulle part, qui est en train de détruire le pays avec des indicateurs économiques complètement stagnants. Il y a 20 ans, la Roumanie et ce genre de pays, l'Estonie, Chypre, tout cela avait la moitié du produit intérieur brut que nous avions. Maintenant, ils sont en train de nous dépasser. En produit intérieur brut et en revenu par habitant, je ne sais pas si en produit intérieur brut. Mais en revenu par habitant, 100%? Et pourtant, Je me souviens de l'histoire de Broncano, en disant dans une émission de Mamertos et Rogilos qu'un pays comme l'Estonie, en se moquant de l'Estonie a déjà un revenu par habitant et un niveau de vie économique meilleur que l'Espagne. et grâce aux politiques libérales, tout comme l'Irlande par exemple. Attirer des investissements, c'est ce qui est le plus logique.
tout comme le fait par exemple le Maroc. Le Maroc attire des investissements, le Maroc a des actions géopolitiques, une politique intérieure assez bonne. Bien sûr que je la voudrais, pour nous, pour l'Espagne. Une alliance avec les États-Unis, avec Israël, même que nous. Eh bien, Pedro Sánchez s'est mis à dos tous ces pays qui pourraient parfaitement être nos alliés, même le Maroc aussi. Et maintenant, il nous donne des ordres. C'est un fait, ce sont des données. Et que le roi Mohamed VI a accordé une énorme amnistie à de nombreux anciens détenus multirécidivistes, à condition qu'ils partent pour l'Espagne, qu'ils quittent le pays. Et c'est exactement ce que fait aussi Israël, parce que Pedro Sánchez est sorti en disant « Non, Israël commet un génocide ». Je ne sais pas quoi. Très intelligent, parce que maintenant Israël dit que nous sommes obligés d'accueillir les réfugiés et les demandeurs d'asile de la bande de Gaza. Rappelons-nous que la bande de Gaza, c'est-à-dire le pays voisin, l'Égypte, a une énorme clôture avec des barbelés pour que personne ne passe depuis la bande de Gaza. J'ai toujours été très curieux à propos de tout ce qui concerne les réfugiés du Moyen-Orient. Comment ? Le mouvement migratoire a toujours été dirigé vers l'Europe, alors que les pays les plus proches et les frères musulmans leur ont toujours fermé les portes. Que ce soit l'Égypte, l'Iran, l'Arabie Saoudite, ces pays ne les acceptent pas. En revanche, les Européens, il semble que nous soyons obligés, à cause de ce conditionnement mental bien pensant, de accueillir tout le monde. Et malheureusement, l'Europe, depuis que ces politiques migratoires de Welcome Refugees ont été appliquées, principalement promues par Angela Merkel, est de plus en plus un continent de plus en plus dangereux et de plus en plus déraciné. En effet, on assiste à au moins un attentat par mois, notamment en Allemagne, où il y en a un chaque mois. Cela fait 3 ou 4 mois d'affilée qu'il y a un gros attentat chaque mois en Allemagne. Et en Europe en général, il doit bien y avoir 5 ou 6 attentats par mois. Quelque chose ? Il y a de plus en plus de chances, aussi en Espagne, comme le dit Ruben Pulido lui-même, qu'il y ait plus d'attentats islamistes. Des cellules tombent tout le temps, des gars qui préparaient des gens pour des actions en direct, pour commettre des attentats immédiatement. Le problème est-il réellement aussi sérieux ? Et est-ce que Pedro Sánchez est vraiment aussi fou au point que des gens, par exemple du Pakistan, des gens de pays qui... La chose la plus logique serait de traverser par la Grèce, ce qui est d'ailleurs facile par les montagnes depuis la Turquie, ou d'entrer par Lampedusa en Italie. Mais non, ils font 10 000 kilomètres de plus pour entrer par l'Espagne afin de bénéficier de ce programme d'aide humanitaire déjà mentionné, ce qui pour eux est le summum. Je veux te poser une question. Tu es assez critique sur la question de l'immigration. Et c'est vrai que dans tes commentaires, et toi-même, tu dis parfois que la spécialité du chef, c'est le brocoli au poivre, non ? C'était quelque chose comme ça ? Oui, exactement. Pourquoi le brocoli et pourquoi le poivre goût jambon ? Raconte-nous un peu. À propos de la spécialité du chef. Et pourquoi t'adresses-tu précisément à ce groupe spécifique de la population ? Oui, regarde à moi, surtout. Ça non plus, moi je ne l'ai pas inventé, mais j'ai vu que c'est quelque chose qui... Ah, ce sont des commentaires, n'est-ce que c'est pas ? Oui, c'est un commentaire. C'est toujours le meilleur d'Internet. Pour moi, ce sont les commentaires, par exemple sur Twitter et tout ça. On peut apprendre beaucoup des commentaires et des messages privés. Personnellement, je trouve ça surtout amusant, pour être honnête. J'aime apprendre en lisant des livres, mais sur les réseaux sociaux, ce sont souvent les commentaires qui me font rire aux éclats. C'est vivant, très créatif, très ingénieux. Oui, les gens sont déjantés. Oui. Parfois, moi, je prends des expressions que je vois déjà dans les commentaires. Je sais que cette expression va cartonner, et tu en fais un tweet. Alors, le brocoli goût poivre, pas goût jambon poivre, peu importe. L'histoire du brocoli au poivre, surtout, fait référence à la coiffure caractéristique que la plupart d'entre eux portent. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, ce n'est pas seulement à cause de leurs cheveux bouclés qui ressemblent à du brocoli. Un Espagnol peut aussi avoir des cheveux brocoli. C'est tout à fait possible. Il y en a beaucoup dernièrement qui se bouclent les cheveux. Exprès, hein ? Aussi. Attention, fais bien attention à ce détail, d'accord ? Et pour le jambon ? Eh bien, c'est quelque chose que, par exemple, beaucoup de gens peuvent te dire que c'est raciste, que c'est fait pour offenser les musulmans. Je n'ai rien contre les musulmans tant qu'ils ne veulent rien m'imposer. Ce que je fais, je dis la même chose. Bien sûr, la religion, moi je suis libéral, donc la religion que quelqu'un pratique, ça m'est complètement égal. Surtout si on ne me l'impose pas à moi, surtout si on ne l'impose pas à mes enfants.
etc. Pourquoi je parle autant du jambon? D'abord parce que c'est une blague qui marche bien. D'un côté, c'est du marketing, mais de l'autre, pour moi, c'est très identitaire. Je suis un fanatique du jambon de toutes les appellations d'origine, c'est très identitaire pour moi. Espagnol, en effet. Et le jambon, en mangerons-nous ici ou l'Espagne cessera-t-elle d'être l'Espagne? Exactement. Et en plus, c'est un aliment très sain que je recommande à tout le monde, même aux musulmans. C'est-à-dire vraiment parce qu'il contient une quantité d'oméga et de bonnes graisses. Parmi les plus saines, beaucoup de protéines aussi. Le terme super aliment peut sembler exagéré, mais le jambon en est un bon exemple. Et le foie en est un autre, aussi le foie, toutes les abats, le cerveau de porc. Moi j'aime beaucoup le porc, on peut tout manger et c'est très sain. Parce que manger du gras est très diabolisé, mais la graisse est nécessaire pour que notre cerveau fonctionne bien. Je suis d'accord. Et ça, c'est un sujet pour une autre conversation très profonde. Exactement. Ce qui est mauvais, c'est le sucre, pas la graisse. C'est ça. Surtout le sucre. Et bien. Et on pourrait parler de Big Pharma, on pourrait parler de la façon dont c'est corrélé avec l'industrie alimentaire. Exactement. Combien de pouvoir ont ces fils de pute Ce sont eux les... qui contrôlent vraiment tout? Exactement. Mais moi, Je veux revenir au point. Brocoli au poivre saveur. jambon. La spécialité du chef, c'est la spécialité du chef, bien sûr, au poivre. Surtout parce qu'ils sont assaisonnés avec le gaz, ils restent. Enfin, ça, je l'ai lu dans les commentaires. On me dit toujours aussi assaisonné par le chef, je ne sais pas quoi. Donc ça me reste vraiment. Ce sont des gens ingénieux et créatifs. Beaucoup de commentateurs habituels. Je veux te dire quelque chose. J'ai une grande communauté arabe Et j'ai beaucoup d'affection pour eux, beaucoup d'affection et beaucoup de respect. à beaucoup d'entre eux, et Envoyez-leur un message de ma part, car moi j'ai toujours... je répète toujours la même chose. Bien sûr, messieurs. Je viens du Venezuela, je suis né au Venezuela, je ne sais pas si tu le savais. Ça me disait quelque chose, oui. Moi, Je dis toujours ça et c'est ce qui suit. Je vais raconter une petite anecdote, car cela me semble important. L'autre jour, je parlais avec une fille qui était marocaine et je lui ai dit: est-ce que malheureusement, il y a beaucoup de tes compatriotes qui font beaucoup de mal ici? La réaction était de dire: nous ne sommes pas tous comme ça, au lieu de oui, je sais, mais nous ne sommes pas tous comme ça. Je pense que cela génère beaucoup plus de rejet que de reconnaître qu'il y a un problème. Je connais, pour revenir au fait que je suis vénézuélien, beaucoup de Vénézuéliens qui en ont assez de l'attitude marginale, de l'attitude délictueuse et des débordements que nous provoquons. Dans les autres pays d'Amérique latine, l'immigration massive est due au socialisme vénézuélien. Prenons l'exemple des États-Unis. Nous ne nous justifions pas en disant que nous ne sommes pas tous ainsi et nous ne nous mettons pas sur la défensive. Non, il est nécessaire de contrôler qui entre. Et je pense que le plus sensé, si tu es une personne maghrébine, si tu es une personne algérienne, si tu es une personne marocaine, que tu veux une vie digne ici, que tu ne veux pas de préjugés, c'est que ce genre de personnes qui créent une mauvaise réputation à cause de leurs actes, et ce n'est pas du racisme, allant se faire foutre. Pardonnez-moi l'expression, que dirais-tu à ces personnes? Parce que je pense que c'est beaucoup plus positif pour l'ensemble de ceux qui viennent faire les choses correctement, qu'on régule et qu'on expulse les mauvaises herbes, que l'attitude de se justifier. Et nous ne sommes pas tous comme ça, bien sûr, toujours avec logique. Je dirais à toutes ces personnes marocaines, musulmanes, arabes, qui travaillent, qui paient à leurs impôts, qui sont venus cotiser, qu'il y en a. Je leur dirais, bien sûr, il y en a beaucoup, surtout ceux qui sont là depuis un certain temps. Beaucoup d'entre eux se sont déjà intégrés, et je leur dirais à tous que ce sont eux les premiers qui doivent commencer à dénoncer leurs compatriotes. Qu'ils sont en train de semer le chaos, parce que c'est ça, on ne peut pas cacher le soleil avec un doigt, ils sont en train de semer le chaos d'une manière sauvage. Et si eux ne sont pas les premiers à se dresser contre cette racaille? Ce qui va se passer, et c'est déjà en train de se produire, c'est que les gens vont devenir de plus en plus racistes. Pas racistes, moi non plus, enfin, xénophobes. Ce n'est pas que tout le monde. Bien que les mouvements racistes prennent de l'ampleur, il est clair que je ne peux pas devenir raciste. qui, malheureusement, à la fin, On ne saura plus faire la différence. Et ils vont finir... par faire payer les innocents pour les coupables. J'utilise toujours cette même expression. Qu'à la fin, ils seront tous détestés ou difficiles à distinguer. Où allons-nous? Finir par un conflit social à cause de questions raciales, culturelles et religieuses? Que tu vois, Telita, À quoi l'Espagne est confrontée? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, ça je le vois sur Twitter, qui disent « Non, non,
Il faut tous les virer, parce qu'on ne sait pas qui est un terroriste, qui est un clandestin, qui fait semblant. Qu'en penses-tu? Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Tu n'es pas d'accord? Pas du tout. Je comprends qu'ils disent ça, mais non, voyons. Par exemple, le fils d'un diplomate. Qu'il soit né à l'étranger, tu vas lui dire qu'il n'est pas espagnol, il n'y a pas de raison. Personnellement, je te dis que je ne soutiens pas ça non plus, parce que ça affecterait beaucoup de personnes auxquelles je tiens. Énorme, énorme. Et où mets-tu la limite? C'est qu'il y en a une, et je dis toujours la même chose. Vous êtes Vous, ceux qui avez la plus grande responsabilité. pour que cette situation ne devienne pas incontrôlable. Parce que la perte de contrôle et le chaos finissent toujours par générer une Réaction extrêmement, et parfois, incontrôlable d'ordre et de loi. et cet ordre et cette loi à la... Au mieux, ça va t'emporter toi aussi. Je pense que nous sommes déjà sur une ligne fine où soit nous agissons maintenant, soit les générations futures d'Espagnols deviendront de plus en plus racistes. Ils deviendront intolérants et plus radicaux, ne voulant plus rien savoir. Ils vont simplement dire « Allez tous vous faire voir ». Et je pense que cela peut devenir dangereux. Exactement. C'est une réaction dont on ne va pas dire si elle est bonne ou mauvaise, mais c'est une réaction naturelle, en tout cas. Tout à fait. Je ne le juge pas, je le constate seulement. On peut effectivement le constater. Par exemple, Twitter est un réseau social qui n'a pas beaucoup de censure, et on peut le voir là-bas. En plus, il y a sans cesse des allusions aux dictateurs, qui ont existé dans l'histoire de l'Europe, surtout aux peintres autrichiens. Bon, on pourrait discuter s'ils sont de gauche ou de droite, parce que justement, c'est ce qui se considère comme l'extrême droite totalitaire. Exactement, totalitaire. Et c'est quelque chose qui a vraiment du sens, parce que par exemple, Bukele est un gars totalement totalitaire. C'est un gars qui, par exemple, maintenant, il n'y a plus d'avocats au Salvador. Si tu te fais attraper dans un parc, tu es embarqué juste parce que tu es au mauvais endroit. Mais qu'est-ce qui m'arrive à moi? Je peux soutenir certaines des actions de Bukele, car le Salvador avait besoin d'une thérapie de choc. C'était un pays gouverné par les Maras, et tous ces groupes criminels imposaient en leurs lois, les gens ne pouvaient pas sortir dans la rue. Et cela se produit progressivement, en gardant les proportions. Mais observe-t-on un phénomène similaire en Espagne? Je ne pense pas que nous ayons besoin d'un Bukele, mais si nous atteignons le point de non-retour, c'est qu'en réalité, il nous sera indispensable. Parce que ce sera la seule issue. Je vais te poser une question, ton nom c'est Yann. 20-30, sans peur, 20-30. En somme, vous recherchez davantage de contrôle. Exactement. Pour revenir au sujet de Bukele, Je vais faire le lien entre les deux points. Penses-tu que cette montée de l'immigration illégale et sa relation directe avec l'insécurité pourrait être un plan pour exercer ce type de contrôle à l'avenir? Pour le vendre aux gens? Je t'enlève des droits, je te donne la sécurité, comme Bukele, comme au Salvador avec Bukele. Parce que j'y ai pensé plusieurs fois et je me dis peut-être, ils sont en train de générer cela. l'insécurité pour... À l'avenir te dire, voici la solution. Et cette solution passe généralement toujours par une perte de droits. Et l'Espagne n'a eu besoin depuis les 20 ou 30 dernières années d'un État policier. Mais cet État policier semble de plus en plus nécessaire à cause d'une situation créée par nos propres politiques. Et on pourrait dire que nos propres politiques sont vendus à cela. Agenda mondialiste. Je vous laisse donc cette réflexion. Là, et j'aimerais que tu me donnes ton point de vue. Naturellement, et en fait, j'utilise des mots très similaires, c'est-à-dire que je dis exactement la même chose que ce que tu viens de dire. Qu'ils encouragent cette immigration légale massive et incontrôlée pour délibérément générer de l'insécurité. Pour ensuite nous vendre notre sécurité parce qu'ils se soucient beaucoup de nous. Ils vont nous vendre des caméras de reconnaissance faciale partout. Un État policier dans lequel nous perdrons nos droits et où nous ne pourrons même plus parler sur les réseaux sociaux. Ils devront nous... Eh bien, maintenant, il y a cette histoire qu'ils vont nous faire rectifier quand ça leur chante. Les villes de 15 minutes où nous serons limités à notre quartier, avec peut-être 2 sorties par mois. Eh bien, les énergies renouvelables, disons que ce qu'on fait, c'est acheter de la technologie obsolète à la Chine, qui est le pays le plus polluant du monde. Quelle politique verte vois-tu là? Et bien d'autres choses. La monnaie numérique que tu devras dépenser, sinon, eh bien, elle disparaît. Tu devras la dépenser dans un certain délai.
Tout cela fait partie d'un ensemble et justement, comme tu l'as relié à mon nom, c'est exactement de là que vient mon nom que je donnais à mes chaînes. Disons 2030, sans peur, car moi je n'ai pas peur de 2030. Même si bien sûr ça fait peur, c'est normal, enfin, c'est bien. Oui, ça me fait peur en vérité, mais il faut que nous... Agir perdra. Perdre la peur et agir, bien sûr. Eh bien, Yann, En parlant de l'agenda 2030, je te considère comme un égal. Dans cette guerre socioculturelle, je pense que tu as choisi, disons, un camp qui s'oppose à cet agenda globaliste. As-tu choisi cette niche? J'imagine, corrige-moi si je me trompe, de l'immigration illégale et de révéler les conséquences en termes de criminalité, il s'agit bien de cela. Moi, j'ai plutôt choisi le thème du féminisme et pas tant le féminisme en soi, mais plutôt montrer aux gens les dangers du féminisme. Pour la famille. Je sens que le féminisme attaque beaucoup la famille, mais l'agenda 2030 est bien plus complexe. exactement. Tout cela fait partie du même problème et tous ces problèmes viennent du même point de départ. Le féminisme, moi aussi j'aborde ces sujets, le féminisme, l'écologisme, l'immigration illégale. Je pense qu'ils ont tous la même origine et qu'ils remplissent tous la même fonction. Quelle est cette origine? Eh bien, l'origine serait les élites, l'agenda 2030. Les grands fonds d'investissement, qui sont ceux qui ont acheté la majorité des entreprises de l'indice bursátil espagnol, Qui contrôlerait ces fonds d'investissement? selon ton avis? Oui, ceux qui, en principe, en suivant l'argent, seraient donc les grandes familles sionistes, comme les Rothschild, les Rockefeller et les grandes banques américaines, qui sont tous finalement composés des mêmes personnes qui détiennent des parts les uns chez les autres et, disons-le, contrôlent tout au final. Très courageux de le dire, je l'ai déjà dit parfois et ce n'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde. Pour être honnête, Payan, j'ai beaucoup aimé cette interview. Tu es une personne que j'admire beaucoup. Parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup de cran. Vraiment. Non seulement pour affronter cet agenda de manière intellectuelle, mais aussi tu l'as porté à un autre niveau de manière quasi physique, hein, de la même façon. Tout comme, par exemple, mon collègue Rescue You, hein, qui affronte aussi physiquement les hordes de Pokémon, comme je les appelle. Mais toi, tu ne fais pas face aux Pokémon, tu affrontes à d'éventuelles conséquences physiques. Alors, pour conclure cette interview, je voulais te demander, quelle solution mettons-nous sur la table? Je n'aime pas être le genre de personne comme par exemple Pablo Iglesias, dont je ne pense pas que nous soyons très fans, ni toi ni moi. C'était une personne que, en mûrissant politiquement et idéologiquement, j'ai beaucoup écouté et il a souligné de nombreux problèmes qui étaient réels. Eh bien, quelle solution leur donnons-nous? C'est là que nous nous distinguons. Parce que je pense que des gens de l'extrême gauche, de l'extrême droite, ainsi que des personnes de l'ultralibéralisme politique, nous sommes d'accord sur les problèmes. C'est sur les solutions que nous avons de très fortes divergences. Quelles seraient les solutions de Yann? 2030, sans peur. Selon moi, c'est évident. Tout d'abord, le modèle migratoire est dépassé et s'avère être un échec complet. En tant que pays sérieux, la première étape serait de fermer la frontière sud pour contrôler les entrées sur le territoire. Non seulement il laisse en entrer n'importe qui, mais en plus il subventionne cela. C'est totalement à l'opposé de ce qui devrait être fait. Par exemple, la politique du No Way de l'Australie est assez intéressante parce qu'elle décourage totalement l'arrivée de gens. De façon illégale. Exactement, de façon illégale, bien sûr, il faut toujours préciser cela. Les personnes qui arrivaient illégalement en bateau étaient emmenées vers un port d'un pays tiers avec lequel ils avaient un accord, et ainsi, les arrivées illégales ont cessé. Alors, l'immigration, je pense qu'elle peut être un grand atout pour un pays. Elle peut être un grand atout pour nous, surtout si elle est ordonnée, légale, et surtout si cette immigration est bien sélectionnée. Avec des gens, par exemple, qui parlent la langue ou qui, au moins, aient un diplôme.
Par exemple, non seulement en Amérique hispanophone, mais aussi aux Philippines et en Guinée équatoriale, on parle la même langue. Cela facilite déjà l'intégration. Somos-nous tous hispaniques? Évidemment, oui. Et surtout, il faut veiller à ce que ce ne soient pas des personnes analphabètes et qu'il s'agisse de personnes ayant des aptitudes démontrables. Avec un curriculum vitae, mais pas un curriculum vitae criminel comme ceux que nous faisons venir. Ils diront que ce sont des exagérations de l'extrême droite, mais cela se démontre chaque jour avec les abominations qui se produisent dans notre pays. Et non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, tu copierais les modèles réussis concernant la migration dans le monde, par exemple celui de l'Australie, pour résoudre ce problème. Bien sûr. Et avec ce que nous avons déjà ici? Bonne question. Justement, il faut Sky. Il faut aussi nuancer cela, car beaucoup de gens disent qu'il faut expulser tout le monde massivement. Non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, il est très clair qu'on ne devrait pas laisser les multirécidivistes en arriver à cette multirécidive. Dès le 3e ou 4e délit similaire, surtout, ou dès le 1er ou 2e crime de sang avéré, parce que c'est encore autre chose. Nous avons la présomption d'innocence. Ceux d'ici, nous ne l'avons pas souvent. Et ceux de l'extérieur? Ça dépend de ce que l'immigré clandestin a fait. Mais il faut expulser tous ceux qui causent des problèmes et que ne subissent pas de conséquences. Ils doivent aussi subir ces conséquences. Sinon, nous encourageons qu'ils viennent ici établir leur mafia, leur zone de confort criminelle, comme le dit Samuel Vasquez, je le confonds toujours avec le cycliste. Un grand Samuel, un grand. Pour moi, le plus grand expert en criminologie de l'Espagne est celui qui explique tout cela de la manière la plus pédagogique, qui a un discours indiscutable. Parce qu'au final, la criminologie est une science objective et démontrable, bien sûr. Donc il ne faut pas établir, comme il le dit lui-même, des zones de confort criminel. Que les pires criminels du monde entier viennent ici pour se cacher, les chefs de la macro-mafia se cachant à Marbella. Eh bien, des criminels de Daesh et des pires qu'il y a dans le monde, quand ils se font attraper, ils viennent ici pour se cacher. Pourquoi? Parce que l'occupation, par exemple, c'est un autre point très important. L'occupation est très importante. Parce que je pense que c'est la source de la plupart des problèmes du pays, la source de l'insécurité et de la délinquance. Et en plus, il est indiscutable que cela fait augmenter le prix des loyers, que les gens ne veuillent pas louer leur appartement. Les lois sur l'occupation que nous avons en Espagne sont ridicules, il n'y en a dans aucun autre pays du monde. Qu'on puisse usurper un logement décent ou non, je ne connais pas, même pas un logement indécent, aucun. C'est quelque chose qui n'a aucun sens. Et les marginaux te diront qu'ils sont pauvres, jeunes, défavorisés, qu'ils te réparent le logement. Et ça chaque jour, chaque jour, chaque jour. Heureusement, les médias télévisés commencent à en parler et à changer peu à peu le paradigme. Parce qu'on ne peut pas cacher le soleil avec un doigt et il faut s'opposer à l'occupation. L'occupation est un foyer de crime, d'injustice. Des gens qui vivent des moments très difficiles et qui doivent dormir dans leur voiture parce qu'on leur a pris leur maison. Des cas comme cela, et il y en a à l'appel, et il y en a à l'appel. Et c'est révoltant que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, par exemple, moi en ce moment, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai réussi à m'acheter une maison modeste, et je suis ici à Madrid, à moitié en train de souffrir de peur qu'on ne m'occupe la maison, qu'on me détruise la vie. Et c'est pareil pour beaucoup de gens, beaucoup de familles, qui sont vraiment les personnes vulnérables. Et peut-être qu'une mafia s'est installée chez eux, qui prétend qu'ils sont vulnérables et qu'on ne peut pas les expulser. Peut-être parce qu'ils ont un enfant qui n'est pas le leur, placé là pour établir leur bande criminelle. Aucun type d'occupation ou d'incoccupation n'est acceptable, c'est tout simplement impossible. Il faut stopper ce problème à la source, cela n'a pas sa place dans un pays sérieux. Dans toute l'Europe, les expulsions se font en moins de 24 heures. Ici, cela peut prendre 2 ans, c'est incompréhensible. Et vraiment, tu m'as fait. Tu as activé mon esprit et je me suis mis à réfléchir à ce que tu as dit parce que je n'y avais jamais pensé. Et en fait, à Barcelone précisément, il y a une corrélation directe entre l'occupation et la délinquance. Et les centres de mineurs non accompagnés, ainsi que l'occupation et les crimes violents, sont 3 facteurs de criminologie directement liés. Ce sont 3 données essentielles en criminologie. Proportionnellement liées. Bien sûr. Et sur la carte, on voit très clairement que les foyers se trouvent surtout en Catalogne, où il y a le plus grand nombre de tout cela.
Davantage d'occupations, d'immigration et de centres pour mineurs non accompagnés sont associés à une délinquance accrue. Tout cela est exactement comme ça. On ne peut pas discuter car il suffit de regarder la carte de ces 3 éléments que j'aime souvent mentionner. En effet, c'est que ça ne se discute pas. Non, les données, on ne peut pas les nier. Mais nous vivons dans une société, Jean, dans laquelle il semble que les gens sont plus motivés par le fait de bien paraître. Par un discours complètement émotionnel et en reniant les faits, dire que 2 plus 2 font 4, je ne peux pas discuter avec ça, faisons quelque chose à ce sujet. Les gens, pour ne pas être traités de Raciste, fasciste, machiste ou quoi que ce soit d'autre. Négationniste. Mais c'est que les négationnistes des chiffres et des données, c'est l'autre camp. Ce sont les progressistes, c'est la gauche. attention là. Aujourd'hui, tu étais avec Roberto qui représente la gauche institutionnelle au gouvernement. Et Roberto, je ne sais pas s'il se considère toujours de gauche ou non. Mais c'est un gars avec du bon sens. Je connais aussi une autre fille de gauche, Paula Fraga, qui ne renie pas non plus le bon sens. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui, idéologiquement, se positionnent dans le marxisme. Je ne vais pas donner mon avis personnel sur ce que je pense du marxisme. Tout le monde sait que je suis farouchement anti-marxiste et je mourrai en étant anti-marxiste. Mais c'est un autre sujet et attention, cela m'arrive aussi avec certains électeurs du PP qui disent ou pensent être de notre côté. Avec ce qu'on pourrait appeler la dissidence, avec ce qu'on pourrait appeler l'antimondialisme, l'anti-agenda 2030. Et à la fin de la journée, le chef de leur parti porte aussi l'insigne ici. Alors, pourquoi les gens renient-ils? Pourquoi penses-tu, Yann, que les gens renient les chiffres? Et pourquoi les gens croient-ils en des soi-disant partis politiques qui se positionnent contre tout ce programme? Ce qu'ils cherchent, c'est précisément à nous amener à la situation dans laquelle nous sommes, que Ce n'est rien de positif. Eh bien, justement pour cette raison, je pense qu'ils ont créé un ennemi imaginaire commun. Surtout, le machisme et le racisme sont fondamentalement similaires. Et tout cela, c'est exactement ce que tu dis. La peur qu'ont les gens d'être traités de racistes, c'est ce qui les empêche d'agir face à ce que toute personne sensée peut voir comme des injustices et des choses qui ne devraient pas arriver. Mais ils ferment les yeux. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait croire certaines choses. Ils polarisent la société et ils nous opposent à travers des groupes supposés qu'ils ont eux-mêmes créés. Comme les fachos et les progressistes, comme les Catalans et les Espagnols, comme les gens de droite et les gens de gauche. Les hommes et les femmes, surtout. Parce que, on peut dire que le cerveau de la femme est aujourd'hui programmé, surtout en Espagne et en Occident, pour réduire la natalité. Mais le cerveau de l'homme est aussi programmé pour avoir moins de testostérone et réagir moins face aux injustices. Baisser la tête, et ça je le vois beaucoup, que les gens ne veulent pas affronter, que les gens préfèrent baisser la tête, être plus à l'aise, que d'autres pensent à leur place. Et aucune gêne. C'est comme s'ils étaient des moutons qui veulent suivre le troupeau, et c'est comme ça, il n'y a rien de plus. malheureusement, nous vivons à une époque assez complexe où la raison et la logique se sont perdues et où l'émotionnel et les discours, Aliéné avec... ce qui est considéré comme moralement correct, prédomine. Et ces vents sont en train de changer dans des pays comme les États-Unis, comme en Argentine, mais ici en Espagne, j'ai l'impression que nous sommes toujours en retard. Ici, Espagne. il y a encore trop de personnes trompées. Et parfois, puis ça me fait de la peine d'adopter cette attitude si arrogante de dire que j'ai raison. Mais avec les chiffres en main, je n'ai pas d'autre choix que de te dire tu es en train d'être trompé. Je ne crois pas en cette fausse modestie qui consiste à dire aux gens que toutes les opinions se valent. Ce n'est pas vrai. Si tu n'as pas une vision d'ensemble, si tu n'as pas les données en main, si tu n'as pas une perspective complète de la situation, ton opinion n'est pas valable. Tu as le droit de l'exprimer. Je défendrai toujours ton droit de dire ce que tu penses, même si je ne suis pas d'accord. Mais nous devons laisser de côté ces opinions. Ce discours selon lequel tout est valable quand on n'a pas d'informations. Et malheureusement, dans ce pays, si tu continues
à regarder la télévision, ils te mettent au nom de véritables parasites du pouvoir et du gouvernement, complètement alignés avec le discours officiel. Et ceux qui continuent à regarder la télévision, évidemment, n'ouvriront jamais les yeux. Exactement. Tout cela, c'est de l'ingénierie sociale. C'est plus vieux que la faim, mais ça se raffine avec le temps. De la même manière que nous avons de plus en plus accès à l'information, il y a aussi de l'intoxication dans cette information. Alors, ce que tu dis, ça colle beaucoup, parce que beaucoup de gens n'ont pas la vision complète de ce qui se passe. Peut-être qu'ils habitent dans des quartiers chics ou ne regardent que la 6e. Alors, est-ce qu'ils ne peuvent vraiment pas voir toutes ces personnes, tous ces faits que, par exemple, nous sommes en train de révéler? Des gens comme Rescue ou des gens comme moi qui allons dans la rue, nous montrons la réalité. Et vraiment que ça, t'en sais que c'est ce qu'on disait au début, ce n'est pas si facile de se rendre compte qu'on t'a trompé. D'abord, tu as un choc dans ta tête où tu te dis non, ce n'est pas possible. Le déni est la première étape où tu commences à voir, même inconsciemment, qu'on t'a trompé. Alors toi, la première chose, c'est toujours de le nier. Parce qu'on ne peut pas accepter d'avoir été idiot. Pendant tout ce temps, on m'a fait croire ce qu'ils voulaient, et c'est pour ça que les gens ont du mal à accepter tout ça. Tu penses que l'ego influence? À la- Au moment d'accepter qu'on m'a trompé, Tu as toujours pensé, comme ça, bonne question. As-tu déjà été progressiste à un moment de ta vie? eh bien moi, enfant, adolescent, disons jusqu'à 15 ou 16 ans, je me considérais comme anarchiste. Donc oui, j'étais d'extrême gauche, on va dire, bien sûr. Je portais une crête, j'avais la tête rasée, et j'étais avec quelques skinheads antifascistes. Tu veux que je te dise quelque chose? Moi aussi. Oui, moi aussi. On le reconnaît, et non. Ce n'est rien. Moi, mon éveil avec... je n'étais pas socialiste et je ne me suis jamais... Je suis vénézuélien, donc je ne me suis jamais positionné du côté du marxisme. Mais je me souviens d'y avoir pensé au lycée, parce qu'il y avait beaucoup de professeurs qui insistaient là-dessus. Et il te façonnait. Et ce qui était cool au lycée. Dans mon époque, c'était s'opposer au PP de Mariano Rajoy. Et ils sont si méchants? Nous allions à la marche pour la santé publique, nous allions à la marche pour l'éducation, parce que les professeurs t'y poussaient. À cela, c'est très espagnol aussi, mais Je me suis réveillé, Jean, quand je suis allé vivre au Panama en 2016. En près de 10 ans, il s'est passé tellement de choses. Et je me souviens d'avoir vu beaucoup de mes compatriotes, des Vénézuéliens, diplômés en ingénierie, vendre des bouteilles d'eau dans les embouteillages sur les autoroutes du Panama. Et là, je me suis dit, merde, tout le film que mes professeurs m'ont vendu, c'est que le socialisme, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose de positif. Comment se fait-il que cette idéologie et cette façon de gouverner obligent mes compatriotes instruits à aller dans un autre pays pour vendre des bouteilles d'eau? En plein soleil avec 28 degrés Celsius et 90% d'humidité, coincés dans les bouchons sur l'autoroute. J'ai parlé de celle que nous avons en Espagne et c'est là que j'ai commencé. C'est en m'informant que j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose. C'est là que j'ai découvert des chaînes comme Jota Dobbs et que j'ai commencé à former ma pensée et à me rendre compte de comment on m'a trompé. Comment le système éducatif m'a poussé à une façon de penser totalement éloignée de la réalité. il est clair que le système éducatif est conçu exclusivement pour nous rendre envieux et employés pour que nous ne pensions jamais par nous-mêmes, seulement pour obéir. Fait légendaire de Jean Facto, exactement. Pourquoi? Parce que le pouvoir ne s'intéresse pas aux gens capables de se défendre eux-mêmes. Il veut que nous soyons dépendants. Ou des gens avec un patrimoine. Exactement. Ou des gens avec une éducation financière, parce que c'est du pouvoir, et ils veulent regarder tout le pouvoir pour eux. Possible, ils veulent... La soumission. Alors, c'est quelque chose qui se passe beaucoup depuis de nombreuses années en Espagne, et nous allons dans une direction très similaire à ce qu'est le Venezuela, ce qu'est l'Argentine, ce qu'a été Cuba, ce qu'est Cuba. Alors tout ça est promu depuis de nombreuses années par les élites dans les écoles, dans les médias en Espagne,
en promouvant l'envie, en encourageant les gens à ne pas travailler. Descendez. Je me souviens, et toi aussi sûrement, qu'à l'école, c'était cool de dire « Non, moi je n'étudie jamais. Oui, moi non plus. C'était ça le truc cool. Non, ça ne m'intéresse pas. » C'est comme être désintéressé par tout, dans le mauvais sens du terme. En d'autres termes, rien ne t'importe. C'était ça qui était cool, non? Et maintenant, c'est quoi qui est cool? Eh bien, c'est toucher un salaire, travailler le moins possible, partir en vacances, et pas grand-chose de plus, et obéir. Et il est mal vu d'avoir de l'argent, de progresser, de travailler pour soi-même. C'est mal vu en Espagne. Et moi, je pense que nous avons beaucoup à apprendre des États-Unis sur certains points, mais pas sur d'autres. Mais ici, la culture entrepreneuriale perçoit l'entrepreneur négativement. Espagne, s'il y avait des Jeux Olympiques de l'envie. Nous serions champions et premiers au tableau des médailles chaque année. Et moi, Je ne comprends pas d'où vient cette mentalité d'envier les autres. Aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai encaissé 1 million d'euros. Enfin, non, cette année, j'ai encaissé 1 million. et il t'écoute avec attention. Je vais apprendre ici en Espagne. Tu dis, Je gagne cet argent. Et tes propres amis, tes propres proches, tes propres cercle, t'en viens et commence à te regarder bizarrement et souhaitent que tu échoues. Et c'est précisément pour cela qu'il est très important d'avoir un cercle de personnes qui se réjouissent quand tu réussis. Contrairement à ce que les gens pensent, moi Yann, je ne sais pas ce que t'en penses. Il est plus simple d'être présent dans les moments difficiles car il est aisé d'apporter son soutien. C'est facile de l'aider parce que au final tu ne vois pas une personne proche dans une position de pouvoir. Je pense que c'est un symptôme extrêmement précieux que lorsque tout va bien pour toi, les personnes qui t'aiment vraiment vont se réjouir profondément et sincèrement pour toi. Je suis tout à fait, vraiment, vraiment d'accord pour dire que c'est le signe total, définitif que quelqu'un se soucie de ton bien qu'il ne te. Il ne te veut pas de mal, il veut être près de toi quand tout va bien pour toi. Et pour revenir à ce que tu disais, dire cela, c'est par ego. Qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas des moutons que, bon, admettre qu'ils ont été trompés. Exactement. C'est par ego. Et l'ego n'a rien à voir avec l'amour-propre. L'amour-propre et l'estime de soi sont des choses dont nous avons tous besoin, et plus c'est mieux. Et si tu en as, moi je remercie Dieu d'avoir une estime de moi-même au même niveau que Cristiano Ronaldo, pour te donner un exemple, le mal. Eh bien, maintenant je me crois invincible, et c'est ça qui fait que je peux vraiment faire ce que je fais. Sinon ce ne serait pas possible si je me disais « Ouh non, je ne suis pas sûr », eh bien je ne le ferais pas ce mec. C'est la différence entre l'ego et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce qui va t'apporter la qualité de vie, la santé, des résultats dans les affaires, dans tout ce que tu veux. L'estime de soi est essentielle pour entreprendre. Et le respect pour toi-même, exactement, mais pour les autres aussi, mais si tu ne l'as pas pour toi-même, tu ne pourras pas l'avoir pour les autres. pourrait-on définir l'estime de soi comme le respect intrinsèque que tu as pour toi-même? Bien sûr, bien sûr. Je pense que les hommes en particulier sont guidés par le respect de soi. Un homme qui ne se respecte pas n'a probablement pas une bonne santé mentale. Je ne le pense pas. Je pense que Il est essentiel de se sentir respecté. Et beaucoup de personnes ne se respectent pas elles-mêmes et, par conséquent, ne peuvent pas exiger le respect des autres. ils disent « Je vais commencer la salle de sport lundi » et ils repoussent sans cesse. Ça, c'est ne pas se respecter soi-même. Manger de la malbouffe, c'est ne pas se respecter soi-même. Prendre de la cocaïne, c'est ne pas se respecter soi-même. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je ne veux aucune intoxication d'être avec des gens comme ça. Ça ne t'apporte rien de bon. En parlant comme eux, la fréquence avec laquelle tu t'apportes avec ces personnes est quelque chose de toxique. Toxique pour eux, pour toi, pour tout l'entourage. Ce n'est pas positif. Yann, j'ai encore de nombreuses questions à te poser et de sujets à aborder. Je suis persuadé qu'on aura l'occasion d'avoir une autre conversation. Bien sûr, pareillement. Je me suis vraiment senti à l'aise ici. Mec, tu es sûr d'être à l'aise? Cet endroit est spectaculaire, moi, non? Mec, oui, c'est sympa. C'est sympa, tu reviendras sûrement. Espérons-le. Continue ce que tu fais et j'aimerais que tu dises quelque chose au public pour conclure cette première émission. Rien? Eh bien, surtout, un grand merci à Jota de m'avoir donné la parole, de m'avoir amené ici. Et
Vous devez vraiment vous battre pour ce que vous pensez être juste, pour ce que vous pensez qui en vaut la peine. Ignorez ce que pensent les gens, ce que dit la télé et si on vous traite de raciste ou de fasciste. Ce que vous pensez, si vous cherchez vraiment honnêtement la vérité, alors ce sera honnête et ce sera suffisant. Et c'est ça l'attitude. Apprendre chaque jour, parce que chaque jour on peut apprendre. Personne ne sait tout, et c'est ça l'attitude. Un plaisir enchanté, les gars. Je vais préciser que je vais lui poser des questions beaucoup plus censurables, mais elles ne seront disponibles que dans la communauté privée. Je veux que vous sachiez que je vous remercie énormément à tous pour la réaction qu'il y a eu avec tout le lancement de Testorat. Avec tout ce que j'ai fait cette semaine, je vous aime énormément. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre émission. Et celui qui veut continuer, cette interview un peu plus personnelle et avec des questions que les membres de la communauté m'ont envoyées, on vous laisse le lien en bas. Une grosse accolade et à bientôt dans le prochain épisode de la Factoria. À bientôt.